Ça y est, Jérôme, nous sommes prêts. Le ballon est assez chaud, tu peux monter à bord. Hop. Tu as vu la brume dans la vallée? Ah oui. Trop beau. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous faire visiter un des 8 États d'Australie. Celui-ci compte environ 3 millions d'habitants pour une superficie équivalente à 5 fois celle de la France métropolitaine. Riche d'une flore et d'une faune remarquables, c'est ce paradis de nature que je vais parcourir au volant de mon combi-van en traversant des paysages aussi variés que spectaculaires, des plages jusqu'au désert. Alors bienvenue en Australie occidentale. Pour l'heure, c'est Vue du ciel que je vous propose de commencer cet exceptionnel voyage. Quel bonheur, c'est tellement paisible à Montgolfière. Ce calme, cette lumière rasante. Dès mon premier vol en montgolfière, je suis tombée amoureuse. J'ai tout fait pour remonter dans une montgolfière ensuite. Je savais que j'en ferais mon métier. C'est une vraie passion. Depuis, j'ai pu voler en Mongolie, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande. La montgolfière est un moyen merveilleux de t'emmener partout sur la planète. Et c'est une autre façon de voir aussi les territoires. Oui, comme ici. Nous survolons des champs de blé. Il y a du colza pour son huile, aussi beaucoup de foin et de l'orge. C'est une vallée très agricole. C'est génial de t'avoir ici. Qu'est-ce que tu es venu voir en Australie occidentale? J'ai envie de voir un petit peu tous les paysages que l'État propose, que ce soit évidemment ces plages mythiques, les plages de rêve, mais aussi j'ai envie d'aller au Cap Lowing par exemple, qui fait partie des 3 caps que franchissent les participants au Vendée Globe. J'ai envie d'aller voir le désert, des pinacles, pratiquement uniques au monde. J'ai envie d'aller sur les îles aussi, comme Rottnest Island, avec une faune assez particulière notamment. Et puis il y a surtout un rendez-vous que j'attends particulièrement, c'est ma rencontre avec une famille aborigène. Je vais avoir cette chance d'aller voir quelles sont leurs coutumes, d'aller partager des moments avec eux. Et puis rencontrer les Australiennes et les Australiens. Vous êtes assez peu nombreux sur un territoire absolument immense. Donc j'aimerais voir comment vous appréhendez cette nature qui fait vraiment partie intégrante de votre environnement et de goûter peut-être quelques spécialités. J'aime bien ça, moi. Je pense que la plupart des immigrants viennent ici parce qu'effectivement, il y a presque le plein emploi, beaucoup d'opportunités de travail, des très bons salaires dans tous les domaines. C'est l'Eldorado australien ici. Ouvrez grand vos yeux. Je trouve qu'en Australie, il y a plus un sentiment de grandeur au niveau des espaces, tout ça. Ça donne vraiment une grosse impression de voyage, d'aventure, de liberté. Ouais. Inspiré. C'est une de mes routes préférées de tout l'ouest australien. Cette forêt de Boranup est vraiment unique, avec ses magnifiques et immenses eucalyptus. Et laissez-vous porter. Il faut se rapprocher de la nature, sentir le vent, respirer l'air. Tu sens les éléments sur ta peau. Exactement. Et tu sais que tu es vivant. Ah oui. À 15 000 km de la France, Pendant longtemps, la cuisine australienne se basait sur le style européen. Alors qu'ici, on a tellement de cultures. Et la plus vieille des cultures vivantes. l'aventure commence ici. Et regarde ce paysage, il n'est pas exceptionnel? Sur Terre, c'est la première fois que je vois ce genre de dauphins. Ils sont vraiment beaux. Ils sont très différents des autres. et sous la mer. Voici notre trésor. Nos magnifiques ormeaux. Elle a une belle couleur. Elle est jolie. Welcome to Western Australia.
Salut Jérôme. Oh, Kate. Bienvenue. Comment tu vas? Très bien, et toi? Super. Un peu fatigué parce que le voyage est long, je te l'avoue. Mais très heureux d'être là. Content de te rencontrer. Tu avais envie de me faire découvrir Fremantle. C'est un endroit que tu connais bien? Fremantle, c'est un peu ma maison. J'ai grandi ici. Et c'est un des coins magnifiques de l'Australie occidentale. Je voudrais te montrer quelques pépites. Le marché et l'île de Rottnest, juste en face. Ok. Donc je vais laisser mon van ici parce que je suis venu avec un van. Mais on va prendre le bateau, j'imagine, à un moment donné. Donc, est-ce que tu veux un café? Non merci, pas de café pour moi. Non. Allons explorer Fremantle. Allez, on va aller se balader. C'est très dépaysant comme architecture. On se croirait un petit peu à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. Fremantle est une ville historique de l'Australie occidentale. La majorité des bâtiments datent de début 1900. Beaucoup sont encore dans leur jus. Ils ont juste été un peu rafraîchis. Ok. C'est une ville qui a l'air en contraste total avec Perth. Fremantle est un quartier de Perth. C'est vrai que Perth est une ville plutôt moderne, tournée vers les affaires. Dans ce quartier, c'est une autre énergie. Ici, on est branché culture. Ta famille est originaire de Fremantle depuis longtemps? Ma famille est arrivée d'Angleterre par bateau au début des années 1960. Ça doit être un voyage extrêmement long. Oui, à l'époque, ça durait 3 mois. En général, on commence à sentir le marché avant d'y être. Surtout les épices. Plein de commerce, de l'artisanat, des souvenirs. Ah ben voilà, l'animal emblématique, le kangourou. Enfin là, c'est plutôt un kangourou rouge d'ailleurs. Hein. Jérôme, si tu viens ici sans manger de tourte à la viande, tu as tout faux. Alors, allons-y. C'est ici. Aïe! Qu'est-ce que je vous sers? On voudrait 2 tourtes à la viande. Bien sûr. Voilà les tourtes. Merci. Thank you. Bonne journée. Merci beaucoup. C'est chaud, c'est tiède, hein? C'est comme une petite quiche. Cheers. Cheers. Il y a une pâte feuilletée, une viande de bœuf, un peu façon pot-au-feu avec une gelée. C'est un bon choix, bravo. Ça nous donnera de l'énergie pour notre excursion sur l'île de Rottnest. Ah oui, on va aller randonner, donc oui, il fallait bien ça. C'est complet aujourd'hui. Ouais, dis donc, il y a du monde, hein. Finalement, ça, c'est un peu ton bus, parce que toi, tu travailles beaucoup sur Rottnest Island. En haute saison, j'organise des randonnées 3 à 4 fois par semaine. Et j'ai des équipes qui y vont tous les jours. La traversée est courte, hein, je crois. Oui, juste une vingtaine de minutes. Il y a une course tous les ans. Les concurrents nagent sur 19 km jusqu'à l'île, juste pour s'amuser. C'est bien, il y a les petits embruns, on les sent bien. Bientôt, je vais mettre mes essuie-glaces, attention. Mais c'est agréable, c'est agréable, c'est agréable. Bienvenue sur l'île de Rottnest, Wagemup. Merci, ça veut dire quoi? Wagemup est le nom originel de l'île. C'est un mot aborigène. Il y a 7000 ans, ce n'était pas une île. Elle était reliée à l'île principale. Ah, d'accord. Et les aborigènes étaient là bien avant que les Hollandais n'arrivent. C'est une petite île, quelle est sa superficie? Elle fait 11 km de long et sa superficie fait un peu moins de 20 km². Ok. Donc on peut marcher, faire du vélo, mais il y a aussi des bus. Tied up with your past. You've been running all these years now.
Nous sommes sur le Wagemup Bidi. C'est un réseau de sentiers pédestres qui couvre l'île sur 45 km. L'océan ici a des fonds assez compliqués à naviguer, ce qui a causé quelques drames dans l'histoire de cette île. Alors je ne sais pas, là, on voit d'ici, je ne sais pas si on dirait du métal. Est-ce que ça, ce serait la partie d'un bateau qui aurait fait naufrage? Oui, nous avons 13 épaves recensées tout autour de l'île. Certaines sont vraiment très près du bord. On peut les explorer avec un masque et des palmes. C'est vrai que ça donne envie d'aller se mettre à l'eau pour observer les fonds. C'est autorisé d'ailleurs, on peut aller faire du masque et tuba, de la plongée, pêcher. Oui, il y a 63 plages. Wow. Donc tu en trouveras forcément une qui correspond à tes attentes. Masque et tuba, surf. Mais certaines plages sont des réserves protégées. Donc il est interdit d'y pêcher ou de plonger. Mais il y a tant de choses à faire. C'est vraiment magnifique, hein. Il y a des teintes dans l'eau là, avec le sable blanc. Jérôme, j'ai pas mal de choses à te montrer. Il faut qu'on avance. Allez. On se rend pas compte comme ça, mais il y a un peu de relief quand même. C'est la partie la plus raide. Ouais. On arrive au point le plus haut. Très très beau ce phare immaculé là au milieu de cette végétation. Tiens, d'ailleurs, on voit Perth au fond là-bas. Oui, c'est Perth. Excellent. On se rend compte aussi qu'il y a très peu de construction. Est-ce que c'est une volonté des autorités de faire venir le moins de monde possible? Oui, cette île est labellisée écotourisme. Donc le tourisme est là pour soutenir la préservation de cet environnement. Les gens peuvent donc venir et vivre une expérience sur l'île, mais c'est régulé. L'Australie est le territoire de tous les possibles. Chaque année, de plus en plus de Français âgés entre 18 et 35 ans viennent y travailler pendant 1 ou 2 ans. Arrivée il y a à peine 2 mois, Marine vit déjà au rythme de la côte ouest. Le sport, oui, c'est vraiment un art de vivre ici. Beaucoup de personnes font du sport très tôt le matin. Si on va à la plage, même à 6h du matin, on voit les gens surfer avant d'aller au travail, ce qui est assez dingue. Perth, c'est une des villes les plus ensoleillées au monde. Et clairement, je ne regrette pas du tout mon choix. C'est à la fois hyper nature, mais contrasté avec des buildings, etc. Enfin, le cadre est vraiment très sympa. Je suis un peu tombée amoureuse de Perth, je crois. Comme les 30 000 Français qui travaillent en Australie, Marine compte bien perfectionner son anglais. Donc là, je vérifie la roue de secours et elle est bien présente. Donc c'est OK. En France, j'étais juriste. J'ai travaillé dans le domaine juridique dans une association d'aide aux victimes pendant 5 ans. Et ensuite, je me suis donc consacrée à ma deuxième passion, les sapeurs-pompiers. J'ai passé un concours que j'ai loupé. Et c'est d'ailleurs la raison de ma venue ici. L'échec de mon concours est en partie dû à une épreuve d'anglais que j'ai ratée. Donc non seulement travailler dans les voitures n'était pas prévu, mais venir en Australie non plus. Mais comme quoi, la vie réserve parfois de belles surprises. Deux jours après être arrivée en Australie, Marine a trouvé du travail et une colocation avec une autre Française. Ensemble, elles testent les bonnes adresses de Perth. J'ai fait une petite photo là, c'est trop beau. Très chouette. Ouais, la lumière est belle quand ça se reflète sur les bâtiments, j'adore. Même en bas, c'est super sympa. Moi, j'adore avec la grande roue et tout, c'est trop chouette. Mon objectif, c'était vraiment je fuis les Français. Au final, je suis avec des Français tout le temps. C'est vraiment une très grosse communauté. Et elle s'agrandit de jour en jour, ça c'est sûr et certain. J'avais pas prévu de rester longtemps ici. Moi, je venais pour 6 mois, hein. C'était très défini dans ma tête. Aujourd'hui, je suis là pour plus que 6 mois. Je me projette sur 1 an, minimum. Par rapport à Mâcon, sans renier mon village, enfin ma petite ville pour autant, bon, voilà. À Perth, ils sont environ 15 000 Français à avoir franchi le cap. Oh, j'adore ce que tu fais, Eric, c'est super beau. Ça sent bon, j'adore. À chaque fois, quand tu me livres, Eric, j'ai l'impression d'être en France. Et c'est vraiment ce qu'on voulait faire transparaître ici aussi. Donc j'ai toujours hâte de recevoir les cagettes avec tous ces bons produits. Merci beaucoup, Eric. Tu nous gâtes. Bonne journée. Salut. Arrivé à Perth il y a 26 ans, Gaël n'en est jamais reparti.
Récemment, elle a repris la gestion d'un café-pâtisserie à 2 pas du quartier d'affaires. Bonjour William, ça va? Ça va? Bien. Votre français est très bon. Je parle de français tous les jours. Oh, c'est bien, bravo. Et aujourd'hui, regarde le mot du jour. Oui, je le connais. Ok, tu peux le dire? Un café au lait, s'il vous plaît. Bravo! Bravo, super. Voilà. Quelqu'un d'autre veut un biscuit? J'aime beaucoup aussi la mentalité des Australiens. Ils sont pas très compliqués. Les Australiens sont, comme ils appellent, les no worries. No worries, en fait, ça veut dire pas de soucis. Tout est facile. C'est pour ça que je suis restée ici, en fait. Parce que je trouvais que c'était sympa de pouvoir avoir toutes ces opportunités. Maintenant, j'ai mon café, donc c'est toujours été un rêve de jeunesse. Donc voilà, je suis contente d'avoir un petit coin de France ici, en Australie, à Perth. Sur les 2 millions d'habitants que compte la ville, plus de la moitié est née à l'étranger. Preuve que même en étant très isolée du reste du monde, Perth est une ville qui a de nombreux atouts dans sa poche. Perth, c'est vraiment une cité très affluente et avec une croissance énorme parce qu'il y a des compagnies donc, minières qui extraient principalement du fer, de l'aluminium, de l'or. C'est très très riche en fait ici en Australie occidentale. Je pense que la plupart des immigrants viennent ici parce que effectivement il y a presque le plein emploi. Le chômage est à 3,4%, donc c'est vraiment très faible. Beaucoup d'opportunités de travail, des très bons salaires dans tous les domaines. C'est l'Eldorado australien ici. Pour d'autres Français, l'aventure ne fait que commencer. J'ai vraiment trop hâte d'arriver et de voir à quoi ça va ressembler. Je pense que ça va être incroyable. Ça va être trop beau. Ouais. Ça va nous changer de la ville et ça va faire du bien. Oh waouh! J'adore! Manon et Nathan explorent le pays avec leur maison sur roue, avec à terme l'idée de se sédentariser. Allez, let's go! Ouverture de cette tente qui j'espère sera confortable. Bah là, du coup, ça va être le premier week-end où on va tester tout le setup. Donc, on a acheté nos tentes de toit pour pouvoir dormir. Parce que nous, notre but, c'est vraiment de pouvoir vivre sur le long terme, de pouvoir vivre dans le 4x4. On a tout fait nous-mêmes. Donc, on a un panneau solaire sur le toit et la batterie secondaire charge aussi avec l'alternateur de la voiture. En Australie, le camping n'est pas un simple loisir. C'est un mode de vie où chacun rivalise d'ingéniosité pour vivre une expérience inoubliable. Merci beaucoup. C'est très très dépaysant et en même temps, nous, on se sent comme chez nous ici. C'est incroyable. Je trouve qu'en Australie, il y a plus un sentiment de grandeur au niveau des espaces, tout ça, parce que en fait, on n'a pas de limite. On sait qu'on peut rouler pendant 50 heures d'affilée et pas en voir le bout, quoi. Ça donne vraiment une grosse impression de voyage, d'aventure, de liberté. Ouais. On va éviter de laisser les chaussures à disposition pour loger toute la faune et la flore. Bonne nuit! Bonne nuit! Voilà l'un des lacs salés. 10% de la surface de l'île est couverte de lacs salés. D'accord. On trouve près de 120 différentes espèces végétales ici sur l'île de Rottnest. Derrière nous, tu peux voir ce pin de Norfolk avec sa forme pyramidale. Il y a d'autres pins endémiques, des arbres à thé. Comment t'es venue cette passion de la nature? C'est quelque chose qui, très jeune, t'a interpellé. Et comment tu as choisi cette voie, en fait? J'ai grandi dans la nature. Je suis une Australienne de l'Ouest, dans le cœur. Notre vie se passe à l'extérieur. J'ai trouvé ma place assez naturellement, dès que j'ai eu l'opportunité d'aider les gens à se reconnecter avec la nature et avec eux-mêmes. Ça aide à renforcer le respect et la compréhension des milieux naturels. Et ça contribue à montrer l'importance du rôle qu'on peut jouer pour la protection de tout ce qui nous entoure. Ouais. Ouais.
Tu sais qu'on s'approche d'un des coins très prisés par les quokkas pour la sieste. On devrait bientôt en voir. Ah, on se rapproche de l'animal emblématique de l'île. Je voudrais te présenter quelqu'un qui connaît très bien les quokkas. Ah, voilà Kaya. Bonjour. Hello. Ah, le voilà. Voilà un quokka. Le quokka. Il y en a quelques-uns ici. Jérôme. Kaya, heureuse de vous rencontrer. On peut être à cette distance, on va pas les effrayer? Non, les quokkas n'ont pas peur de grand-chose sur l'île. Ils n'ont pas vraiment de prédateurs ici. Mais on demande toujours aux gens de rester à 1 ou 2 mètres de distance. C'est super mignon. Hein. C'est un mélange entre un petit wallaby, un rongeur. Les gens les associent souvent à des rats à cause de leur queue. Ouais. Mais ils sont de la famille des kangourous et des wallabies. Ouais, c'est un marsupial en fait. Oui, ce sont des marsupiaux. D'ailleurs, ils ont une poche, comme les kangourous. Et ils portent leur bébé dans leur poche. Donc c'est un animal, j'imagine, qui est protégé ici sur l'île? Toute l'île est protégée. La faune et la flore et leur habitat, c'est pour ça qu'ils sont en si bonne santé. C'est la plus importante population de quokkas au monde. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont besoin de nous. Mais nous leur rappelons qu'ils sont là depuis des milliers d'années. Ils trouvent leur nourriture et leur eau tout seuls. Et tout ce que l'on tentera de faire ne sera pas bon pour eux. Oh, c'est le moment câlin. C'est probablement une maman et son petit. Ouais. Ils sont très famille. Ils ne se déplacent jamais dans un rayon supérieur à 100 mètres. Ah ouais. C'est chou, hein? Trop mignon. Je viens ici depuis 30 ans et je ne m'en lasse pas. Oh. Cet arbre, l'arbre à thé de Rottnest, qui est endémique de l'île, est leur nourriture favorite. Ce qui explique aussi qu'ils se plaisent ici. Ils s'hydratent grâce à cette plante. Ils ne boivent quasiment pas d'eau. Jérôme, je suis désolée, mais c'est l'heure pour toi de reprendre le bateau. Le dernier ferry de la journée va quitter l'île. Déjà? On doit y aller. Non, mais je vais rester dormir sous les arbres avec les quokkas, moi. Bye bye. Au revoir. Prenez soin d'eux. On va continuer. Au revoir. Merci. C'était vraiment chouette de pouvoir les approcher et de partager un petit moment, j'allais dire, d'intimité avec eux. Merci à toi. Profite bien de ton séjour en Australie occidentale. Je suis contente d'avoir pu partager avec toi un bout de mon paradis. Ouais. Et surtout, sois prudent sur la route. Promis. Prends soin de toi et de ton île. Au revoir. Bye. Salut, Kate. Pas mal. On a 3 harengs. Mon fils en a eu 2 et moi 1. On attrape des tas de poissons différents le long de la jetée. Tout au bout, on pêche plutôt le crabe. Par là, il y a un banc de sable et on peut attraper des merlans. Parfois des saumons bleus, tu peux aussi attraper des vivanos. Vous allez cuisiner ça au barbecue? Oh oui, du sel, du poivre, un peu de beurre et pourquoi pas un petit peu d'ail. Un régal. Je sais qu'il y a des zones où on peut apercevoir les baleines ici en Australie occidentale. Vous en avez vu ici dans la région? Je n'en ai pas vu ces derniers jours. Non. Donc il n'y aura pas de baleines au repas ce midi alors? Non. Thank you so much. Have a good fishing. C'était sympa, merci.
Bonsoir. Bonsoir. Ça vous ennuie pas si je m'installe ici? Ah non, pas de problème. Ok, merci. Vous êtes en itinérance? Vous faites quel voyage, quel trajet? On fait la randonnée des Caps. Ok. 135 km. Ah oui, donc c'est une longue randonnée. Oui, c'est assez long. Ouais. On est parti il y a 4 jours, il nous reste 80 km. On devrait finir dans 2 jours. Bon, vous êtes australien? Oui, on est de Perth. Ah d'accord, donc vous êtes, oui, des locaux. Bon, bon voyage, j'espère que la météo sera avec vous, parce qu'il y a des journées un peu difficiles. Merci beaucoup, le pire est passé, je crois. Bon, profitez bien. Merci, à plus tard. C'est vraiment celui-ci qui m'attire. Toutes ces perles ont l'air différentes, elles ne sont pas symétriques, elles n'ont pas la même taille. Ce collier se démarque vraiment des autres. Voici la plus grande perle du monde, d'une grande finesse. Ça n'a pas de prix, donc elle n'est pas à vendre. Elle a été récoltée en 2004, il y a plus de 20 ans, et depuis, nous n'avons jamais rien trouvé de plus gros. C'est bien en Australie que l'on trouve les plus grosses perles au monde, et plus précisément sur la côte nord-ouest des Kimberley. Dans cette zone maritime très préservée de l'urbanisme, la culture de la perle se pratique depuis les années 50. Ces huîtres ont été inséminées en 2023. Elles n'ont pas encore de perles. Sur cet élevage, on a environ 50 000 huîtres. Ici, nous avons un énorme courant généré par les marées, parce que toutes les 6 heures, la marée va monter et descendre sur 10 mètres. Les huîtres filtrent naturellement l'eau, et celle-ci en particulier. Avec 150 litres d'eau par heure, elles sont très propres. Donc c'est la pureté de cet environnement qui leur permet de bien se développer. C'est seulement en ayant des huîtres très saines que l'on peut avoir une très bonne qualité de perles. Issu de la 3e génération de producteurs de perles, James a grandi dans ce cadre idyllique. Avec son équipe, il perpétue un savoir-faire exigeant qui demande d'être particulièrement méticuleux. Cette opération est très délicate. Je sépare les branchies de l'huître et je regarde où a été placé le tissu incorporé de minéraux. Si je sens que là, il y a une perle, je fais une incision très délicate et doucement, j'essaie d'enlever la perle sans endommager le sac perlier. Elle a une belle couleur. Elle est jolie. C'est vraiment magique parce que tu ne sais pas ce que tu vas obtenir jusqu'à temps que tu fasses la récolte. Chaque fois que tu récoltes une perle, c'est une surprise. C'est comme découvrir un trésor. On y a participé, mais on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Pour que la magie opère, James s'est entouré de tout un équipage dédié à l'élevage des huîtres. Désolé. J'ai besoin d'un café. Australiens, Français, Belges, ils sont une dizaine ici à vivre en communauté. On va se régaler là. C'est la popote. Un peu de nous. Vous allez manger des petits fruits. Ah, je vous le dis. La cuisine, c'est très étroit, donc parfois c'est un peu compliqué, surtout quand il y a tout le monde. Mais voilà, on essaye de faire comme on peut, de pas se marcher dessus. Donc quand on vient sur le bateau, généralement on part pour 10 jours. Et donc on va vivre sur le bateau, on a l'endroit où on a nos couchettes, donc on dort tous ensemble, avec toute l'équipe. J'aime bien les perles, après c'est vrai que c'est quelque chose auquel je ne m'étais jamais vraiment intéressée avant. Je trouve ça hyper intéressant et enrichissant, donc c'est chouette. Je peux laisser ça là? Of course, of course. Tous les jours, 500 huîtres passent entre les mains des membres de l'équipage. Élevées tout autour du bateau, les Pinctada maxima font partie des plus grandes huîtres au monde et ne se trouvent qu'en Australie.
Elle s'ouvre bien, hein? Ouais, très bien. C'est vraiment facile. Avant de pouvoir récolter le précieux sésame, l'équipage suit tout un protocole. Elles sont calmes, relaxées. On les laisse dans l'eau toute la nuit avant qu'elles soient prêtes à être inséminées. Une fois inséminées, on les remet le plus vite possible dans l'eau. Toute la question est la santé de l'huître. Il faut qu'elle soit maintenue le mieux possible. C'est comme ça qu'on obtient la plus belle perle. Lorsque l'huître est la plus détendue possible, elle s'ouvre sur 2 à 3 cm, laissant aux techniciens la possibilité d'y introduire un corps étranger. Pour s'en protéger, l'huître va alors sécréter de la nacre et l'enrober couche après couche, produisant ainsi la fameuse perle au bout de 2 ans. Pour chacune des huîtres, ça peut être assez complexe. C'est beaucoup de travail. Ça peut prendre plus de 10 ans pour devenir un technicien de première classe. J'adore les perles. Je travaille dans la fabrication des perles depuis plus de 30 ans maintenant. Avec un peu de chance, mes perles voyagent partout à travers le monde pour que tout le monde puisse en profiter. J'adore voir des colliers de perles au cou des gens, que ce soit des hommes ou des femmes. C'est juste superbe. Très prisées pour leur taille exceptionnelle, les perles australiennes font partie des plus chères de la planète. Véritable trésor pour ceux qui les portent, elles le sont aussi pour tous ceux qui vivent grâce à elles dans ces régions particulièrement isolées. Magnifique. Merci à toi. Merci. Paul, comment vas-tu? Bienvenue. Ravi de te rencontrer. Donc tu as commencé à faire tes emplettes? Je viens juste d'acheter des fruits et des légumes pour notre repas de demain. Ouais. Bon, je suis vraiment impatient de découvrir ton van, hein. Le principe pour toi, c'est de faire de la cuisine itinérante, je crois. Hein. Exactement. Et j'ai hâte de t'embarquer avec moi pour te faire découvrir la région de Margaret River, en allant chercher d'autres ingrédients pour notre repas. Super. C'est chouette, regarde les gens pique-niquent, les gamins jouent, c'est sympa comme ambiance. Alors il y a quoi ici? Ici, il y a toujours des miels incroyables. C'est vrai. Ils sont tous produits à partir des différentes espèces d'eucalyptus présentes dans la région. Vous devriez goûter la variété Jarrah. Pour moi, c'est la meilleure du monde. In the world? Ouais, vraiment. Wow. Il est bon? Un peu caramel, un peu mentholé. Je vous avais bien dit que c'était le meilleur du monde. Ouais, vous n'avez pas tort. C'est peut-être le meilleur du monde. Vous féliciterez vos abeilles. Thank you. Thank you. Voilà ton camion. Une installation vraiment dédiée à faire la cuisine. Dans ce camion, il y a tout ce qu'il faut pour nourrir 50 personnes, leur servir 10 plats sous les étoiles. Ah ouais. Table, chaises, matériel, couverts. C'est pas seulement une cuisine ambulante, c'est un restaurant ambulant en fait. Notre restaurant, c'est l'Australie occidentale. D'accord, c'est un grand restaurant. Tu laisses ton van ici et on prend mon camion pour chercher d'autres produits? Ah ben voilà. Paul, j'aimerais bien que tu m'expliques comment t'es venue cette idée insolite de faire cette cuisine et ce restaurant ambulant.
J'ai fondé le restaurant avec ma compagne Steph. On a toujours adoré sillonner l'Australie occidentale. Ces voyages nous ont permis de rencontrer de nouvelles personnes. Et puis, ça nous a donné une idée très précise de ce qu'on allait faire, des ingrédients qu'on allait utiliser. Il est devenu évident que mener ce projet à bien allait nous permettre d'apprendre énormément sur les ingrédients, grâce aux communautés et leurs gardiens traditionnels. Mais aussi sur les histoires de ces produits et du terroir où l'on se trouve. Ah, on arrive dans les vignes. On arrive chez mon ami Ivo. Il m'a dit qu'on avait des chances de trouver des écrevisses dans son étang. Oh. Je croise les doigts pour qu'on en rapporte. Ah oui. Et voici notre homme, Ivo. On était attendu. Salut, comment ça va? Super, et toi? Je suis content de te voir. J'ai quelqu'un à te présenter. Bonjour, Jérôme. Nice to meet you. Enchanté. Et donc ça, c'est ton domaine, alors. Tu as combien d'hectares ici? La propriété fait 15 hectares, c'est assez petit. Mais il y a une forêt de ce côté qui fait près de 2000 hectares. Donc nous sommes entourés par la nature. Oui, c'est ça. Tu cultives quel cépage ici? Ici, tu as du pinot noir, un cépage qu'on retrouve beaucoup en Bourgogne. Absolument. Avec le chardonnay. On a aussi du chardonnay. C'est bourguignon aussi. Ah oui, t'as un petit plan d'eau là. Voici le petit lac où on va essayer de pêcher quelques écrevisses qu'on appelle marounes. Un jour, elles sont arrivées ici naturellement et elles sont restées. Alors. Ah ouais. Regarde-moi ça. Ils sont énormes en fait. C'est des homards en fait, c'est pas du tout des écrevisses. Non, c'est énorme. Tu mets ton doigt sur son dos comme ça ici et elle ne pourra pas te pincer. Je n'en donne qu'à mes amis et à ma famille. Sympa les copains. On est gâtés. Tu vas savoir nous les préparer? Absolument. Et tu seras parmi nous pour le repas? Oui, bien sûr, avec plaisir. Super. La route est magnifique avec ces arbres là qui font comme une voûte végétale. On se sent vraiment protégé. C'est une de mes routes préférées de tout l'ouest australien. Cette forêt de Boranup est vraiment unique avec ses magnifiques et immenses eucalyptus. C'est un arbre endémique de la région, je crois, l'eucalyptus. Oui, et il y a plusieurs centaines d'espèces connues. On a beaucoup de chance d'avoir une telle diversité d'eucalyptus dans la région. Jérôme, je voudrais que tu rencontres mon ami Zach. C'est un aborigène Wadandi, originaire de la nation Noongar. Il a une très grande connaissance des plantes comestibles du bush. Ok, mais je suis très curieux de le rencontrer. Du coup. Hi, Zach. Hello. Jérôme, voici Zach. Nice to meet you, Zach. Bonjour. Tu as un joli bouquet de fleurs pour nous? Oui, c'est un bouquet d'herbes locales. Ça ressemble beaucoup au persil plat. Celle-ci, c'est notre romarin, mais il est très fort. Il faut juste en mettre un tout petit peu. D'accord, très bien. Toutes ces connaissances que tu as à propos de ces plantes, ces herbes-là, tu les tiens d'où? Elles me viennent de ma famille. Chaque génération est gardienne de la terre et ces connaissances se transmettent depuis environ 3000 générations. Waouh!
Ah, voilà ce que je cherchais. Cette plante ici, c'est ce qu'on appelle borna, ou le piment du bush. D'accord, mais la plante est morte, on est d'accord? En fait, ça c'est la tige de la fleur de l'année dernière. Mais quand il y a des jeunes pousses comme ici, c'est que la plante est bien vivante. Donc je dégage ce qu'il y a autour et je creuse. Encore un peu plus. Et quand je sens le bulbe, je tire. Oh! C'est beau. Incroyable. Et voilà notre piment du bush, le borna. Ça ressemble beaucoup à l'oignon, car il y a des couches. Ce n'est pas qu'un aliment, c'est aussi un médicament. Ok, d'accord. C'est très bon pour le sang. Très bien. Ça purifie. De manière générale, j'ai l'habitude de goûter les choses qu'on me propose. Là, j'ai l'impression que c'est un peu risqué quand même de goûter ce piment, non? Il est très fort. Ok, c'est pour ça. C'est pour ça. Il est vraiment très fort. Donc, je ne vais pas prendre ce risque-là. Hein, j'ai envie d'être sur pied pour goûter ta cuisine. Toi, tu utilises ce type de racines? Tout à fait. C'est un produit endémique de la région. Je veux le cuisiner en sachant que la nature est respectée. Et comme tu vois, on cueille ce produit d'une certaine façon. Vous avez une démarche très respectueuse de la nature. Comment vous savez à quel moment cueillir ces plantes? Comment on apprend ça? On est dirigé par ce que l'on appelle Buja. C'est notre terre. La terre te guide, te parle et te fait comprendre quelles sont les bonnes pratiques. On doit toujours être dans la réciprocité. Il faut rendre à la terre ce qu'elle nous offre. Et il y a un chant qui illustre ça. C'est notre manière de montrer du respect à notre terre. On remercie la nature de nous nourrir, mais aussi de nous soigner, car elle nous permet de récolter ces plantes. D'accord, c'est une conversation, en quelque sorte, oui. Ils ont dû déjà pas mal débroussailler ici. Oui, il y a quelques semaines. De toute façon, on va arracher les mauvaises herbes et peut-être enlever la margeline. Kings Park est l'un des plus grands parcs urbains au monde. Il est plus grand que Central Park à New York. Il fait à peu près 400 hectares. Le jardin botanique, qui est fleuri, fait à peu près 40 hectares et nous avons une grande partie du parc où l'on peut voir la végétation de la brousse et admirer les fleurs sauvages dans leur habitat naturel. Nous recevons beaucoup de visiteurs, à peu près 5 millions chaque année. Donc cet endroit doit toujours être le plus beau possible. Saison après saison, Daniel et Christy veillent à entretenir toute la beauté du jardin botanique de Kings Park, situé à Perth. Avec plus de 3000 espèces endémiques à l'Australie occidentale, le travail ne manque pas. Il fait beau aujourd'hui. Et ici, la vue est incroyable. Je dois aller à la nurserie. On se voit plus tard. Salut à toutes. Fille de botaniste, Christy se passionne depuis toute petite pour les plantes de la brousse, toutes plus fascinantes les unes que les autres. Ça, c'est un bel eucalyptus macrocarpa. Ses feuilles très pâles agissent comme une crème solaire naturelle. Cet eucalyptus est une plante très résiliente qui s'est adaptée au climat rude de l'Australie. Celle-ci, on l'appelle la patte de kangourou. C'est la fleur emblématique de l'Australie occidentale. Au sommet, il y a la tête de la fleur qui ressemble aux pattes d'un kangourou. J'ai grandi dans une petite ville de l'arrière-pays. J'étais entourée par la brousse et par toutes ces belles fleurs. C'est là que ma passion est née. Je savais depuis toute petite que je voulais faire ça. Prendre soin de ces plantes uniques, c'est très important pour moi. Au Kings Park, tous les moyens sont mis en œuvre pour sauvegarder cet impressionnant patrimoine naturel. Dans la nurserie, Daniel se charge de polliniser et de bouturer certaines plantes. J'arrose quelques immortelles qui iront ensuite dans le jardin botanique. Quand on est australien, on se soucie vraiment de notre flore et de la vie sauvage.
Ici, à la nurserie, en Australie-Occidentale, à peu près 60% de nos plantes sont endémiques. Ça veut dire que si on les perd, elles sont perdues à jamais. À plus de 2000 km de Perth, l'Australie-Occidentale abrite d'autres merveilles de la nature. Regarde, Paul, il y en a qui sortent. Là? Ils plongent à quelle profondeur? Ils passent 90% de leur temps dans moins de 10 mètres de profondeur. Ils descendent sur le dos et ils nagent la tête à l'envers. Ils traînent leur nageoire dorsale dans la vase et orientent leur sonar pour trouver des crabes. C'est incroyable. Ouais, c'est super. Avec leur allure bien singulière, les dauphins à ailerons retroussés suscitent l'intérêt de la communauté scientifique et des passionnés de la nature. C'est la première fois que je vois ce genre de dauphins. Ils sont vraiment beaux et sont très différents des autres. En particulier avec leur tête. Elle est plus grosse, comme s'ils avaient un plus gros cerveau, mais c'est juste leur sonar. Recensée tardivement, en 1995, puis baptisée en 2005, l'étude sur ces dauphins en est encore à ses débuts. Il y a 3 mois, après beaucoup de travail, les dauphins à ailerons retroussés ont été ajoutés à la liste des animaux en danger. Espérons qu'avec le temps, il y aura des levées de fonds. Plus nous en saurons sur eux, mieux nous pourrons les protéger. Préservée de la pêche intensive, la réserve maritime de Rebec Bay est non seulement un sanctuaire pour les dauphins, mais aussi pour la végétation. C'est la mangrove grise. Elle pousse dans les coins les plus luxuriants et elle protège notre côte. Avec son volume, elle repousse les vents violents et les orages qui viennent de la côte. Quand elle surgit du sol, on a l'impression qu'elle sort ses genoux. C'est comme ça qu'elle prend son oxygène et rejette l'excès de sel. Ça lui permet de vivre ici. Chaque petite racine, ce n'est pas simplement une nouvelle pousse de la mangrove. C'est connecté par en dessous à tout le système des racines de la mangrove grise. Construite comme un labyrinthe, la mangrove regorge de mystères. Et pour ces touristes, mieux vaut s'y aventurer avec un bon connaisseur. On peut tous se rassembler à l'intérieur pour que vous ayez une idée de la complexité du circuit des racines. Il arrête les prédateurs, les humains et les bateaux, qui ne peuvent pas venir à l'intérieur. Donc j'aime bien penser que comme ça, elle reste intacte. Venez avec moi, faites attention à votre tête, il y a des branches. Personne ne sait vraiment ce qu'il y a dans les profondeurs, parce que personne ne peut vraiment aller très loin. C'est fascinant de se dire que personne ne peut y aller. On respecte vraiment la nature. Je ne viendrai pas tout seul ici la nuit, c'est sûr. De quoi tu as peur? Des crocodiles. Ce que j'aime dans les mangroves, c'est que c'est un bel endroit dans lequel tu n'entends que la nature. Tu ne sens que l'odeur de la vase et le clapotis de l'eau qui passe dans les arbres. Et tu peux aussi goûter les différents types de crustacés, de coques. Donc c'est vraiment un endroit unique. À la nuit tombée, plus d'1 million de chauves-souris viennent trouver refuge dans cet écrin naturel et offrent un spectacle unique. Celui de la faune qui reprend possession de la mangrove. Jérôme, je te présente Louis et Paul, nos plongeurs pêcheurs d'ormeaux. Ils sont français. Non. Ah. Les meilleurs plongeurs sont français. Évidemment, c'est là-bas qu'ils ont appris ce métier. Nous avons un système de communication sous-marin, donc tu pourras parler avec eux quand ils seront sous l'eau. Et s'ils voient un requin, ils te préviendront. Bon, soyez prudents, de surcroît, s'il y a des requins.
Tout se passe bien pour vous les garçons? Super bien. La visibilité n'est pas au maximum. Aujourd'hui, on a un petit peu près de 2 mètres de visibilité. Bon, bah bonne récolte, à tout à l'heure. Nous avons créé ici la plus grande barrière artificielle du monde pour les ormeaux. L'espèce d'ormeau que nous élevons ici est la meilleure au monde. Ils sont très fins, tendres, une belle chair blanche. Après les ormeaux bretons, français évidemment. Non, tout le monde sait que les meilleurs sont ici. La récolte miraculeuse. Ah oui. Voici notre trésor. Nos magnifiques ormeaux. Ils ont entre 4 et 5 ans. Ils sont énormes. C'est une des espèces les plus réputées. La seule avec ses lèvres vertes et une chair très blanche. On voit bien la coquille, hein. C'est ce qu'on appelle un animal vivant. On le trouve uniquement en Australie occidentale. Et notre entreprise fournit 20% de la production mondiale d'ormeaux à lèvres vertes. Alors c'est une espèce protégée en France. Là, comme c'est de l'élevage, il n'y a pas ce type de restriction. Exact. Et un ormeau de cette taille se vend environ 15 €, donc ça vaut le coup, non? Ouais, d'accord. Et en plus, c'est un fruit de mer excellent pour la santé. Et dans certaines cultures, il a la réputation d'être aphrodisiaque. Oh, ok, d'accord. Bon, bah, il ne te reste plus qu'à sublimer ce produit magnifique. « 1895, dis donc, c'est un vieil édifice. » Salut les gars, bienvenue. Nice to meet you, Paul. Bienvenue au Cap Lewin. Vous êtes prêts à grimper? En fait, j'ai pas mal de travail pour le repas. Donc si ça te va, Jérôme, je te laisse entre les mains de Paul pour la visite des lieux. Ah ouais, super, avec plaisir. Pendant ce temps, je m'installe et je commence à cuisiner. Ça marche, et je viendrai te rejoindre pour donner un petit coup de main. Ça marche, bon courage. Allez. Combien on a de marches avant d'arriver en haut, Paul? 176 marches. C'est le phare le plus haut d'Australie continentale. Ah oui. Aïe, 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 aïe. On est vraiment sur une pointe là. Hein. C'est extraordinaire là. C'est une vue sublime. Quelle chance! C'est beau, hein? Et c'est un endroit unique au monde, car il sépare 2 océans. 2 côtes très différentes de chaque côté. D'un côté, l'océan austral, et de l'autre, l'océan Indien. Ici, l'Australie. Par ici, l'Antarctique à 4500 km et de ce côté, l'Afrique, 7500 km. Donc oui, on a une côte très sauvage par ici. C'est dangereux. En France, on a une course que tu connais peut-être, qui est le Vendée Globe. Et je crois qu'il passe ici. Hein. Nous sommes l'un des 3 grands caps de cette course. Le cap de Bonne-Espérance, le cap Horn et le cap Lewin. D'accord.
C'est super ce que vous avez fait. Bonjour. Hi, welcome. Nice to meet you. I'm Jérôme. Ravi de te rencontrer, Jérôme. Moi, c'est Steph. Steph. Liz. Franchement, félicitations parce que je trouve que c'est pas un mot qui est galvaudé quand tu parles d'un restaurant itinérant. Ah ben les voilà nos amis. Ça va Brad? Ça va Zach? On va être bien là, hein, franchement. On s'installe où on veut? Oui, asseyez-vous. Allez, de toute façon ici, la vue est belle dans tous les axes. Ah, magnifique. Ok, petit coup de pression pour Brad. Je suis sûr que mes ormeaux sont délicieux, peu importe la recette. C'est excellent. Ça vous plaît? C'est délicieux. Et Brad, ce que j'adore, c'est que la recette est très simple. Je les ai juste préparés, panés et fait frire dans un peu d'huile et de beurre. Et ça suffit. Et avec cette chapelure, on sent le parfum de l'océan et c'est très beau. Ça, c'est un beurre fumé que j'ai mélangé avec le miel d'eucalyptus qu'on a goûté au marché. Ah. Merci chef. Maintenant, les écrevisses. Merci encore, Ivo. En accompagnement, j'ai mis un mélange de plantes de la côte que Zach a cueilli pour nous. C'est beau, bravo. Hein. On va se hâter. Ouais, ils sont magnifiques aussi. Hein. C'est formidable. La petite sauce par-dessus. C'est vraiment un moment privilégié de partager ce repas avec vous tous ici. Tu sais, il y a des gens qui sont venus dîner et avec qui on est toujours en contact 2 ans plus tard. Je pense que ce qu'on réussit à faire, c'est réunir les gens et leur faire réellement partager un moment unique. Et puis une conversation autour de bons plats ne peut être que joyeuse, non? On adore complètement ce qu'on fait. On est très reconnaissant d'avoir la chance de cuisiner de tels produits. Et c'est ce que je voulais te montrer. C'est une très belle façon de partager ces lieux, a fortiori dans des endroits aussi uniques que celui-ci. Ça me permet d'avoir un moment unique dans un lieu unique. Ça restera un très beau souvenir. Merci à vous tous. Santé. À l'Australie occidentale, à l'amitié, à la nature et à vos talents respectifs. Des crackers. Ah, c'est 2,50 $. Je viens là toutes les semaines pour faire mes courses. Prendre des biscuits, des choses un peu différentes. On s'y prend bien à l'avance pour avoir l'essentiel. Être sûr qu'on n'oublie rien. Et quand on habite à 130 km du supermarché, mieux vaut ne rien oublier. Pour retourner dans sa ferme, Rex emprunte la plus longue autoroute d'Australie, étendue sur 3200 km. Là, on est sur l'autoroute de la Great Northern. De chaque côté de la route, ce sont les terres agricoles de ma famille. La superficie totale de notre terre est d'à peu près la moitié d'1 million d'hectares. J'aime la liberté qu'on a ici, la flexibilité, le mode de vie. Et on a le sens du travail. On a une belle vie de famille et on va tous dans la même direction, en travaillant avec notre troupeau. Hey Rex, tu es de retour? De retour avec les courses de la semaine. Et t'as pensé à mes cornichons? Rex. Chez les Belles, il y a Janice, la mère de famille, épaulée par ses 2 enfants, Rex et Bryden, et son petit-fils, Harry. À eux seuls, ils s'occupent d'un troupeau de 7000 vaches et vivent en quasi-autarcie. Pour aller à l'école, il suffit de se rendre au fond du jardin.
Bonjour, comment tu vas aujourd'hui? Bien. On va faire quelques soustractions. Tu es prêt? Oui. 6 moins 2, ça fait... Ça c'est 4. Super, bravo. Appelée l'école de l'air, cette institution existe depuis les années 50. Avant l'apparition d'Internet, c'est via la radio que les enfants des fermes pouvaient suivre les cours. Excellent. Ma maîtresse est très gentille et elle fait des jeux avec moi après l'école. Parfois j'aime bien l'école, parfois j'aime pas. Je ne m'ennuie jamais parce que je peux monter moi-même sur un poney et je peux monter à cheval, mais pas tout seul. Parfois je regarde les chevaux et les vaches. Là il y a mon oncle qui sort avec les chiens. En Australie, les fermes sont si grandes qu'elles peuvent faire la taille d'un département français. Prêt pour le travail? Pour assurer la sécurité de son troupeau, Rex a appris à dresser des chiens. Assis, assis, assis. Marche. Settle. Mayday, mayday, mayday. Mayday. Good dogs, Bon good chien. dogs. They call Mayday. Le code Mayday est utilisé comme message d'urgence. Ça veut dire arrête tout et viens devant maintenant. C'est un peu comme aller à l'école. Ils viennent là pour apprendre à se déplacer dans un troupeau, à se déplacer ensemble. Ils apprennent à fuir les chiens sauvages et les autres animaux. Comme ils essaient d'isoler les veaux du troupeau, les vaches les plus vieilles doivent rester ensemble et essayer de protéger les plus jeunes. Ce n'est pas parce que ce sont des chiens de travail qu'ils ne reçoivent pas d'amour. Quand ils font du bon travail, je les récompense, je leur donne beaucoup d'affection. Traiter ces chiens avec respect, c'est la clé. Avec sa mère, Rex veille aussi sur le reste du troupeau. Tous les 2 jours, ils doivent remplir les abreuvoirs. Je vais ouvrir le robinet pour toi, Rex. Depuis son enfance, Janice a appris à vivre avec les éléments et à élever seule ses enfants sur un territoire aussi aride qu'isolé. Je ne me suis jamais sentie en danger, parce que je sais comment me mettre en sécurité. Je peux survivre. Je sais comment survivre à beaucoup de mauvaises choses. On a des cyclones, des gros feux de brousse qui brûlent nos barrières et tu dois juste reconstruire. C'est comme ça qu'on vit. J'aime ça. J'aime avoir des défis. Conduire des grosses machines, monter des chevaux à toute vitesse. C'est ce que j'aime faire. Passionnée par les chevaux, Janice a transmis le virus à sa fille, devenue vétérinaire. Ça me semble très bien. Son jarret s'articule bien. Si je n'étais pas là, nous aurions besoin que quelqu'un parcourt 300 km pour venir l'observer. Et on pourrait aussi avoir besoin d'amener un cheval à Perth, qui est à 2500 km. Je suis restée longtemps à Perth pour exercer dans un gros service de chirurgie, avec beaucoup de vétérinaires et tout l'équipement. Mais quand je suis ici, toute seule, ce n'est vraiment pas pareil. Et tu dois avoir des idées, être inventif. Mais dans un sens, c'est excitant, parce que tu es obligé de tester des choses que normalement tu ne ferais pas en ville. J'ai beaucoup de chance que 2 de mes enfants soient restés avec moi. Parce que ça prend beaucoup de temps de construire quelque chose, d'entretenir sa terre avec ses vaches et ses chevaux. Donc oui, c'est bien, j'ai beaucoup de chance. Avec des périodes de sécheresse qui s'allongent de plus en plus, Janice a vu les effets concrets du réchauffement climatique. Consciente de ce fragile équilibre, elle se bat pour préserver sa ferme qu'elle aime tant et pour la léguer un jour à ses enfants.
là, les vagues aujourd'hui sont particulièrement énormes. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée d'aller surfer aujourd'hui. Hein. Je pense pas, non. Ça peut être très dangereux. Moi, je suis plutôt yoga et pilates, donc plutôt dans la salle. D'accord. Toi, tu es né en France? Je suis née à Paris, mais en fait, j'ai passé toute mon adolescence entre Bordeaux et le bassin d'Arcachon. D'accord, donc près de l'océan. Voilà, c'est pour ça que la région de Margaret River, j'adore, parce que ça me rappelle un petit peu la maison, finalement. On est venu s'installer avec mon mari il y a à peu près 11 ans de ça. Ah oui, d'accord, voilà. ok. J'avais regardé un petit peu ton parcours, parce qu'au-delà du lien particulier que tu entretiens avec les communautés autochtones aborigènes, tu as œuvré auparavant aux Nations Unies, c'est ça? Voilà, pendant à peu près une dizaine d'années, j'ai travaillé effectivement dans les opérations de maintien de la paix, dans des missions au Sud-Soudan, au Timor oriental aussi. Ah oui, quel était ton rôle sur place? J'étais photographe. Donc tu étais photographe voilà. Pour les Nations Unies. Pour les Nations Unies, c'était vraiment un boulot extraordinaire. Et quand j'ai décidé disons, de quitter les Nations Unies, en fait, on a pris la décision en commun de s'installer ici à Margaret River. Et j'ai jamais regretté cette décision. Je trouve l'endroit magnifique, il y a beaucoup d'artistes aussi, il y a, comme tu vois, beaucoup de nature. J'ai vu que tu avais plusieurs sujets de prédilection, entre les paysages incroyables de cet État d'Australie occidentale, mais aussi les populations autochtones. En fait, après mes 10 ans aux Nations Unies, je suis tombée sur une carte de l'UNESCO qui montrait les langues en danger autour du monde. Et là, je me suis dit, mais ça serait vraiment super de pouvoir rencontrer certains locuteurs de langue, en fait, aborigènes. D'accord. Et j'ai commencé un travail photographique. Et j'ai fait aussi des enregistrements, puisqu'il s'agit de langue. Quand tu exposes, il y a du son, voilà. Il y a de l'image. Voilà, il y a de l'image et tout ça. J'ai rencontré Michela et Viviane il y a 8 ans de ça, en fait. Pour moi, ce qui était vraiment important, c'est de pouvoir faciliter et de donner une voix, si tu veux, à vraiment des femmes que je trouve extraordinaires, mais qui n'avaient pas eu la chance de pouvoir vraiment raconter des histoires, en fait, au public. D'accord. J'ai hâte de les rencontrer et que tu me les présentes. Voilà Jérôme, je t'emmène à Canal Rocks. C'est un très bel endroit qui a beaucoup de signification pour les aborigènes de la région. D'accord. Et en fait, je t'emmène rencontrer 2 personnes très spéciales, donc Michela et Viviane. Ouais. Viviane qui est l'aînée matriarche donc, de la région ici en terroir d'Andy, des Rochers. Je les vois là-bas. Voilà. Ouais. Hello. Nice to meet you. I'm Jérôme. Michela. Jérôme. Viviane. Yes. Enchanté. Kaya Yoga. Hey, Kaya Yoga. Ah, vous avez une tenue traditionnelle avec ces jolies plumes, c'est très beau. Et ce maquillage, est-ce que c'est une apparence que vous avez au quotidien ou c'est pour des moments précis? C'est notre façon de t'accueillir sur ces terres. Nous te souhaitons la bienvenue en terroir d'Andy, le peuple des océans. D'accord. Le blanc de nos maquillages représente les esprits et la terre. Et le rouge, c'est le sang des animaux et des hommes. Et puis les crochets du serpent. Ça, c'est le serpent. Ce masque nous rappelle de voir loin, sans oublier de toujours regarder derrière. Très bien. Et Vive, dans sa main, elle a les feuilles de l'arbre menthe poivrée. Donc en fait, elles vont l'allumer parce que ça fait partie de la cérémonie. C'est pour éloigner les énergies négatives. Merci de me faire l'honneur de cet accueil privilégié. Bienvenue en territoire Wardandi, mon frère. Merci beaucoup. Tu peux t'approcher de la fumée, la diffuser autour de ta tête.
J'imagine que ce sont des rituels qui sont ancestraux. Très anciens. Mais ils sont d'autant plus importants aujourd'hui que nous sommes exposés à toutes sortes d'énergies négatives. L'homme est aveuglé par l'argent. Mais on ne peut pas manger des diamants et des rubis, ni boire de l'argent liquide. Comment ne pas être d'accord avec toi, évidemment. Mais je vois que les générations futures, dans le monde entier, recherchent autre chose que le capitalisme et le matérialisme. Je les vois s'intéresser à l'humain, l'environnement et la spiritualité. Quand j'ai déménagé et que je me suis installée ici en Australie occidentale, j'ai réalisé qu'il y avait une autre Australie que finalement je ne connaissais pas. Parce qu'en fait, les 200 ans de colonisation, ça on est bien au courant, mais en fait il y a 60 000 plus années d'histoire en fait avec les aborigènes. C'était juste impossible de ne pas raconter quelque chose. Michela, l'État a finalement eu cette reconnaissance de dire voilà, on s'excuse, on a fait des choses qui étaient inacceptables, etc. Comment vous avez reçu ce message, vous? Ces mots nous ont fait du bien, à tous. Nous avons célébré ça. Les anciens attendaient ça depuis longtemps. Mais si les mots ne sont pas suivis d'actions fortes, ils seront des mots creux, comme le vent. On a eu la chance de voir Michela habillée d'une manière cérémoniale. Mais Michela, elle est intervenante dans les écoles où elle enseigne la culture. C'est vraiment leur priorité, c'est de faire passer ces messages auprès des jeunes générations. Oui, on a la chance de pouvoir travailler avec les écoles locales. Maintenant, les enfants savent chanter en langue aborigène. Maman, je voudrais emmener Jérôme et Martine plus près de l'eau. Tu peux attendre ici. À tout à l'heure, Viviane. À tout à l'heure, Viv. Il est extraordinaire cet endroit. Hein. Magnifique. Je comprends qu'il ait une importance pour vous. On sent la puissance de la nature, la force de la nature, des éléments. Il faut se rapprocher de la nature, sentir le vent, respirer l'air. Tu sens les éléments sur ta peau. Exactement. Et tu sais que tu es vivant. Ah oui. C'est vrai, absolument. Nous sommes des créatures vivant sur la même planète. Mais n'oublions pas que nous, humains, ne possédons pas ce nid. Nous le partageons. Oui. Tout à fait d'accord avec toi. Merci pour ton écoute, mon frère. Tu es juste magnifique avec cette lumière. Les plumes, on dirait que tu as une auréole. Hein? C'est ouais. C'est superbe. Ouais. Beautiful. Merci, Michela. Je t'en prie, mon frère. Regarde cet arbre-là. C'est un vieil arbre. Peux-tu dire Quel et Kundo? Ce sont les deux noms que nous utilisons pour cet arbre. C'est un arbre spirituel. Quand le vent passe à travers ses feuilles, les feuilles murmurent les noms de chaque personne qui a un jour vécu sur Terre. Comme ça, on n'oublie jamais personne. Dale se fait un devoir de partager la mémoire des anciens avec sa petite fille, mais aussi avec des personnes non aborigènes, amateurs de bons produits. C'est un doigt de citron vert. Il y en a de différentes couleurs et à l'intérieur, nous avons des perles. Vous pressez ces incroyables perles et vous les mangez. On l'appelle souvent le caviar de citron et ça pétille dans la bouche. J'aime vraiment bien celui-là. J'imagine bien ça dans un verre de gin tonic. Nous devons être plus vigilants à garder nos ingrédients natifs sur le territoire. Beaucoup de nos ingrédients qui ont quitté notre territoire sont utilisés pour les cosmétiques ou les parapharmacies. Ce sont nos connaissances traditionnelles qui sont utilisées partout sans contrepartie financière. En parlant des ingrédients natifs de l'Australie, de la cuisine de la brousse, on aide à créer une sorte de pont, de compréhension entre les aborigènes et les non-aborigènes qui nous rendent visite.
Si nous protégeons la Terre nous protégera. Donc montrer ces beaux ingrédients, c'est créer une connexion entre eux et nous. Nous ne voulons pas qu'il y ait eux et nous d'un côté. Nous voulons juste être nous, ensemble. C'est bien parfumé, chef. C'est bon. Dans ce restaurant, on met à l'honneur les 6 saisons du calendrier aborigène. Pendant la saison du Makuru, froide et pluvieuse, c'est le kangourou et l'émeu, un oiseau semblable à l'autruche, qui sont au menu. Pour ce chef australien formé à la cuisine française, c'est tout nouveau. La première fois que je suis arrivé, il y avait une femme en bas. Elle portait une peau de kangourou sur son dos. Elle a fait partir de la fumée et elle a donné sa bénédiction à tout le monde. Et je lui ai demandé si je pouvais venir dans son village pour apprendre à connaître les ingrédients aborigènes. Elle a accepté et ça a été une belle ouverture pour moi parce que je n'aurais jamais été capable de trouver ces produits tout seul. Le plus compliqué pour moi, ce sont ces aromates. Ils sont quasiment immangeables crus parce que c'est très fort. L'origan aborigène a quasiment le goût du wasabi. Et on a aussi une plante proche de l'eucalyptus. Tu ne peux pas la manger comme ça, mais tu peux en extraire le goût. Ces dernières années, la cuisine aborigène suscite de plus en plus l'intérêt des critiques gastronomiques. Bonjour Paul, ça va? Ça va bien? C'est incroyable. L'émeu, c'est vraiment très raffiné. Merci. On ne mange pas beaucoup d'émeu, non? Je n'avais jamais mangé d'émeu avant d'élaborer ce plat. C'est très surprenant pour un oiseau. Est-ce que c'est de la viande blanche, de la viande rouge? C'est vraiment de la viande rouge. Pendant longtemps, la cuisine australienne se basait sur le style européen, alors qu'ici on a tellement de cultures, et la plus vieille des cultures vivantes. Donc c'est important de la célébrer et de réfléchir à la façon dont ça peut être utilisé pour repenser notre connaissance du pays. C'est une belle opportunité. Au-delà de l'alimentation, la culture peut aussi rassembler les êtres. Porté par ses rêves et les légendes aborigènes, Dennis peint la terre de ses ancêtres. Les histoires ont été contées par nos anciens. Ils avaient l'habitude de s'asseoir et de dessiner sur la terre. Ils faisaient des points avec un bâton. En Australie, dans chaque tribu où vous verrez une œuvre artistique, il y aura des points. Cette peinture, c'est une vue des alentours, mais d'un point de vue aérien. Vous regardez en bas. Ambassadeur de l'art aborigène, Dennis est aujourd'hui reconnu pour son travail et vit de sa peinture. Mais cela n'aurait pas été possible il y a encore quelques années. Jusqu'en 1967, les aborigènes n'étaient pas considérés comme des citoyens. Sous le Commonwealth, le gouvernement a dit que personne ne vivait en Australie, mais bien sûr, c'était un mensonge. Nous sommes là depuis des milliers d'années. Nous n'avions pas de droit dans notre propre pays. Nous étions recensés dans la catégorie « vie sauvage ». J'ai vendu des toiles pour le monde entier à des gens qui visitent l'Australie. La plupart d'entre eux veulent ramener quelque chose dans leur pays. Et souvent, c'est une peinture ou quelque chose qui vient de la culture aborigène. Sensibiliser le plus possible les gens à notre culture, c'est une façon pour l'avenir de se réconcilier. Bonjour. Bien et vous? Vous voulez le plein? Yes, please.
Il n'y a pas beaucoup de stations-service sur la route, il faut être attentif. Effectivement, il n'y a rien d'autre que nous dans le coin. Oh, vous vendez plein de choses ici, dis donc. On a tout, oui. Un commerce important pour les gens de la région, j'imagine. Oui, d'autant plus qu'on fait aussi des plats maison que les gens viennent acheter. Les confitures là-bas, c'est vous qui les faites? Oui, c'est moi. À l'ancienne d'ailleurs. Votre station-service est ancienne, hein? Mon arrière-grand-père l'a ouverte en 1932. Formidable que ça puisse encore être ouvert et que vous puissiez avoir l'activité familiale qui se poursuive. Donc je vais vous régler quand même. En tout, ça fait $17. Vous allez dans quelle direction? Je vais au nord, je vais dans le désert des Pinnacles. Il vous reste près de 7 heures de route? Ok, d'accord. Merci Jessica, et longue vie à votre commerce et à votre station-service. Merci pour votre accueil. Merci, et bonne route. C'est sublime. How are you guys doing today? Plutôt pas mal, et toi? Ça va? Hello. Jérôme. Matej. Matej et donc Milo. Bon, quel spectacle extraordinaire, hein. C'est, j'ai jamais vu ça. On est sur une autre planète, hein. Nous sommes dans le désert des Pinnacles, cette région que l'on appelle le désert. Il y a des flaques d'eau, donc ce n'est pas un désert, mais comme ça y ressemble, on l'appelle comme ça. Ce désert des Pinnacles, il s'étend sur quelle superficie? Environ 2 km². Ça paraît peu, mais imagine ce que ça représente quand on examine chaque caillou. D'accord. Ça prend beaucoup de temps. Ces formes sont apparues il y a 100 000 ans. À cette époque, il y avait beaucoup d'humidité, ce qui a provoqué la dissolution des roches. Et avec le temps, le vent a fini par les révéler, et ça nous donne ces formations en forme de pinacle. D'accord. Et donc ça veut dire que là, sous ces dunes ou sous nos pieds, il y a encore des milliers, voire des millions de pinacles qui sont enterrés, en fait. Absolument. Oh là! Hey! On a un comité d'accueil, dis donc. Merci. Voici le genre de fragments qu'on étudie. Et quand on l'observe attentivement, on voit des millions de grains ainsi que des fragments de coquillages. Ce qui nous prouve qu'à une époque, des animaux marins vivaient ici. Et si on met un peu d'acide, on voit qu'il y a du calcaire, grâce à cette vive réaction. Comment on a l'idée de faire ce métier? Qu'est-ce qui a motivé cette envie? Oh, depuis mon enfance, je passe beaucoup de temps dehors. Et être aujourd'hui capable de décrypter ces paysages a énormément enrichi ma vie. Et comprendre comment tout ça s'est formé, comment ces paysages extraordinaires sont nés, c'est vraiment ma passion.
Moi aussi, ça remonte à l'enfance. Je rapportais plein de cailloux que j'accumulais dans le garage. Et j'ai commencé à me sentir l'âme d'un détective, en n'arrêtant pas de chercher et en découvrant de nouvelles choses. Et j'ai adoré ça. Et regarde ce paysage, il n'est pas exceptionnel? C'est clair, oui, je comprends parfaitement. Hey Kate! Hi Jerome! How are you? I'm well, how are you? Super bien. Good to see you. Tu es là, magnifique, en train de contempler Perth. So beautiful. Super bonne idée de me donner rendez-vous ici pour apprécier autrement la ville. Bon, est-ce que mes amis les coca vont bien? Les coca vont très bien. Super. J'ai cru comprendre que tu avais fait un grand périple ces derniers jours. J'ai fait beaucoup de chemin, ouais. C'était un chouette voyage. Là, on a une forêt de buildings, mais il y a quelques heures, j'étais dans une forêt de pinacles, et puis la forêt d'eucalyptus aussi. J'étais vraiment très immergé dans la nature et dans ce côté sauvage que représente ton État. J'ai eu aussi un coup de cœur avec les rencontres que j'ai pu faire. Alors Paul, ce chef absolument inventif et talentueux, et puis Martine, qui elle m'a mis en contact, qui m'a permis de rencontrer une famille aborigène, qui m'a fait un accueil traditionnel, un moment très fort. Le vivre ensemble, eh bien, on sent qu'il est amorcé, qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce sens. On tient vraiment à travailler ensemble pour s'enrichir et créer une véritable unité. Merci de m'avoir aidé à découvrir ton territoire avec autant de passion, autant d'amour. Je vous remercie également d'avoir suivi ce voyage. Je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez voir cette émission replay, suivre les coulisses de nos programmes sur les réseaux sociaux. J'embrasse très fort toutes celles et ceux qui m'ont accompagné avec un bisou spécial pour Viviane et Michela. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye.